Hello et bienvenue sur Allo Pets. Dans ce podcast, je te propose de rencontrer ensemble des professionnels du secteur animalier pour aider tous les pet parents et pet lovers à mieux comprendre les besoins des animaux. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas qu'en t'abonnant, tu permets au podcast d'être plus visible et donc d'avoir des intervenants de qualité. Alors si le format te plaît, n'hésite pas à le partager, le commenter et à t'abonner. Je te remercie et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir dédier ce nouvel épisode à une thématique incontournable à laquelle on a tous, je pense, été confrontés au moins une fois dans notre vie de 4 parents. Que ce soit un chat qui vient nous mordre les pieds quand on est tranquillement en train de dormir ou alors qui ne se laisse pas approcher. L'agressivité chez le chat, c'est quelque chose qui est très peu pris au sérieux dans les foyers et pourtant qui peut avoir des très grosses conséquences sur votre animal. Qui de mieux pour parler de cela? Eh bien évidemment une comportementaliste. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Mélissa. Hello Mélissa et bienvenue sur Allo Pets. Salut Romane, merci à toi de me recevoir. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors Mélissa, est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et aussi un peu nous parler de ton métier? Oui, tout à fait. Donc moi c'est Mélissa, je suis aujourd'hui comportementaliste animalier auprès des chats, des chiens et des équidés. Donc aujourd'hui on va surtout parler chats. J'ai une formation initiale en ostéopathie animale. Donc, je me suis formée sur 5 ans. J'ai obtenu un diplôme d'ostéopathe animalier. Cependant, j'ai pas l'agrément vétérinaire qui permet d'exercer l'ostéopathie animale en France. Donc, je me suis exclusivement concentrée sur le comportement, qui était à la base une formation complémentaire à ma prise en charge. C'est quelque chose que j'ai fait pour améliorer ma pratique ostéopathique. Et finalement, aujourd'hui, je suis totalement comportementaliste à 100%. Donc le métier de comportementaliste, c'est quoi? Le métier de comportementaliste, c'est être un médiateur entre l'humain et l'animal. C'est par notre expertise en compréhension du langage animal que nous vous donnons les clés en tant que propriétaire pour améliorer votre relation, résoudre les problèmes comme là aujourd'hui l'agressivité et améliorer le bien-être en général dans le foyer et de l'animal. Ok, très clair. Comme à chaque épisode, et comme on l'a fait pour le premier, on a décidé de cette problématique ensemble. Et donc, Mélissa, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que ça tenait à cœur qu'on parle de cette problématique aujourd'hui, puisque l'agressivité chez le chat, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a choisi cette thématique ensemble et pourquoi elle te tenait à cœur? L'agressivité chez le chat, ça a été mon sujet de mémoire pour ma formation de comportementaliste animalier, pour la finir en beauté. Et j'ai choisi ce sujet grâce à un des chats que j'ai eu quand j'étais plus jeune, qui a eu un diagnostic d'hyperagressivité par rapport à ses comportements, donc diagnostic fait par un vétérinaire, hein. Seuls les vétérinaires sont habilités à faire un diagnostic. Et en fait, ça a mené à son euthanasie. Donc c'était un jeune chat de 5 ans, en parfaite santé, qui avait juste quelques comportements agressifs qui mettaient en danger les membres de la famille et et on a dû l'euthanasier parce qu'à l'époque, les prises en charge n'étaient pas connues. Aujourd'hui, elles sont encore très peu connues et moi, ça m'a tenu à cœur de faire de ce petit chat mon combat pour éviter qu'il y ait d'autres cas comme lui, qui finissent, par un euthanasie ou un abandon parce qu'on n'a pas les clés pour comprendre son animal. Ouais, c'est un choix qui est quand même assez conséquent pour prendre une telle décision. Et du coup, est-ce que ce chat-là dont tu parles avait été diagnostiqué syndrome du tigre? Tout à fait. Ok, Oui, est-ce c'est que le tu nom peux qu'on nous a parler donné. de Donc, ce syndrome? oui, tout à fait. Alors déjà, si jamais le chat, son prénom c'est Février, Ok. on sait jamais si ça m'échappe, vous saurez de qui je parle. Et donc le syndrome du tigre, en fait, c'est une étiquette. Enfin, c'est ce que moi j'appelle une étiquette. C'est un peu une casse fourre-tout où tous les chats agressifs, on sait pas trop pourquoi, on leur met cette étiquette sur le dos. À savoir que cette étiquette, elle existe uniquement en France. Dans les autres pays, on n'en parle pas, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas documenté. Il y a pas de recherche, enfin, ça existe tout simplement pas. On va le voir juste après, je pense, mais l'agressivité, il y a plein de causes possibles. Et donc mettre tout le monde dans la même case et dire il n'y a rien à faire pour eux, à part une issue fatale, en fait, c'est un peu dommage.
OK. Donc syndrome du tigre n'existe pas. Si on donne ce conseil-là, il faut aller voir quelqu'un d'autre, quoi. Tout à fait, vous changez de vétérinaire, il est peut-être très bien pour autre chose, mais en comportement, il est pas bon. Faut savoir que les vétérinaires sont pas formés en comportement, c'est pas leur métier, c'est pas ce qu'on leur demande. Donc il y a aucun souci à ce que votre vétérinaire donne, quelques mauvais conseils sur ça. Il est peut-être très bon dans son métier, mais du coup, le comportementaliste sera plus adapté pour votre chat dans ces cas-là. Il y a des vétérinaires qui peuvent être vétérinaires comportementalistes. Oui, tout à fait. Ils font une Oui? formation supplémentaire où là, ils se forment au comportement et du coup, ils prennent en charge des cas plutôt complexes généralement. Alors, c'est très utile, hein, les vétérinaires comportementalistes. Nous, on travaille main dans la main, en tout cas, le plus en partenariat possible pour faire en sorte que l'animal soit bien pris en charge parce qu'on peut avoir besoin, dans certains cas où le comportement est trop important et trop compliqué à travailler, d'amener par exemple de la médicamentation. Et dans ce cas-là, nous en tant que comportementaliste, on n'est pas vétérinaire, donc on ne peut pas prescrire de médicaments. Par contre, le vétérinaire le peut, et donc le vétérinaire comportementaliste, dans ces moments-là, va prescrire peut-être un antidépresseur ou quelque chose comme ça, pour que l'animal soit amené à se tranquilliser et que nous, on puisse travailler sur la rééducation sur un animal qui est plus apte à apprendre, parce que l'animal, s'il est trop dans l'émotion, trop dans son comportement, il n'est pas capable d'apprentissage. Donc la médicamentation, elle peut nous aider sur ça. Et le vétérinaire comportementaliste est un partenaire de premier plan dans la rééducation d'animaux plutôt compliqués. OK. Donc c'est important de le dire aussi parce qu'on peut avoir l'impression que, il y a le vétérinaire d'un côté, le comportementaliste de l'autre et qu'ils échangent pas forcément, voire qu'ils sont, un peu l'un contre l'autre alors qu'au final, c'est pas le cas. C'est important qu'ils travaillent main dans la main. Tout à fait. Moi, j'ai des cas qui me sont référés par des vétérinaires classiques, que je réfère moi-même à des vétérinaires comportementalistes parce que je sens qu'on atteint la limite et qu'il y a besoin d'un petit plus. Le but, c'est pas de mettre l'animal sous médicament toute sa vie, hein, pas du tout, mais c'est vraiment le temps de travailler le comportement. On travaille vraiment tous ensemble dans un monde le plus merveilleux possible. Mais donc voilà. OK. Si aujourd'hui on a quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est qu'un comportementaliste, peut-être est-ce que tu pourrais donner, quelques exemples de clients, enfin de patients clients qui viennent te voir pour, des problématiques assez récurrentes, enfin des problématiques que tu vois, régulièrement pour lesquelles ils pourraient venir te voir? Oui. Alors déjà, il faut savoir que le comportementaliste, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Aujourd'hui, c'est pas un métier reconnu, et c'est un métier pour lequel il n'y a pas de diplôme. Donc si le comportementaliste vous dit: «J'ai un diplôme», déjà, il y a de fortes chances qu'il y a un souci. C'est donc un métier où n'importe qui peut s'installer. Toi, tu es propriétaire d'un chat, donc de Scotty, tu peux très bien demain te dire, «Bah, tiens, je vais devenir comportementaliste félin», sans aucune formation. Donc c'est très important quand vous choisissez votre professionnel de demander ses formations. Et s'il est réticent à vous les donner, vous allez voir ailleurs. Donc ça, c'est le premier gros point qui est très important. Et ensuite, pour les problématiques, donc chez le chat particulièrement, on va dire que la grosse majorité nous appelle, c'est ce qu'on appelle les éliminations hors bac. Donc c'est des chats qui font généralement les urines en dehors de leur litière. Ça va être sur un lit, sur un vêtement, sur un canapé. Je crois que c'est le principal motif de consultation. On a aussi les OK. chats dans les foyers multichats qui ne s'entendent pas. Voilà, ça c'est aussi, on intervient pour jouer un peu le rôle de médiateur toujours entre les deux chats et donner à l'humain les clés pour faire en sorte que tout s'apaise dans l'environnement. Pour les chiens, on a tout ce qui est réactivité, tout ce qui est problématique liée à la séparation. Un chien qui va détruire ou hurler au loup en votre absence, c'est un chien qui probablement a du mal à gérer l'absence. Le chien réactif, c'est donc un chien qui va réagir beaucoup trop à des stimuli. Ça peut être un jogger qui court, votre chien va vouloir se jeter dessus, alors qu'en temps normal, il n'y a aucune raison que le chien il se jette sur un coureur. Et après, pour les chevaux, donc ça va être des chevaux qui ont des tendances agressives aussi éventuellement, quand on veut leur mettre la selle sur le dos. Un cheval qui va se retourner pour pincer, c'est derrière il y a un souci. On a un cheval qui veut jamais venir quand vous allez au pré, vous devez lui courir après pour lui mettre le licol. Voilà, tout ce genre de petits comportements qui nous sont indésirables pour nous les humains, sont pour eux un moyen de faire passer un message. Oui, c'est très important que tu soulèves ça puisque, quand on a l'impression que notre animal a un problème, le problème, c'est un message qu'il nous donne
qu'on ne sait pas forcément décrypter et donc ça devient un problème pour l'humain, mais c'est pas un problème pour l'animal. C'est son seul moyen de communiquer, avec ses moyens, finalement. Tout à fait, c'est ça. Chaque comportement a une fonction. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-là. Il y a un message derrière. Peu importe le message, vous le comprenez peut-être pas en tant qu'humain, mais votre animal, il fait ça parce qu'il y a une raison. OK, très bien. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer qu'est-ce qui cause ces cas d'agressivité? Parce qu'on va parler de l'agressivité aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que mon animal va devenir agressif ou est déjà agressif? Alors, généralement, déjà l'agressivité, il faut savoir que c'est très subjectif. Dans mon mémoire, j'ai eu la chance de faire un questionnaire qui a été diffusé en très grand nombre et j'ai pu recenser que certains propriétaires qualifiaient leur chat de très agressif alors qu'il y avait à peu près une agression par semaine ou par quinzaine, et des propriétaires qui considéraient leur animal peu agressif alors qu'il y avait une agression tous les jours. Donc, il faut savoir que l'agression, c'est par définition un comportement qui entraîne de la violence. Mais c'est un comportement qui peut être normal s'il est canalisé et maîtrisé. C'est normal par moment d'être en colère, de se rebiffer un petit peu, c'est complètement normal. Par contre, la perception de l'autre entre en jeu. C'est-à-dire que par le vécu de chacun et par la tolérance au comportement de l'autre, on peut être amené à avoir un seuil de tolérance à l'agression qui est plus ou moins élevé. Il y a des personnes, généralement, dans la grande majorité, on considère l'agressivité du chat au moment où le chat il mord et où il griffe. Mais il y a des gens qui considèrent ça bien avant et d'autres pour qui c'est encore pas le summum parce que le chat il n'est pas monté dans des émotions énormes. Quand on va, par exemple, voir un comportementaliste, on va dire: «Mon chat est agressif». Qu'est-ce qu'il faut dire au comportementaliste pour, déjà, savoir si c'est vraiment de l'agressivité ou pas? Comment on le décrypte, en fait, ça? Comment on sait que c'est vraiment un comportement agressif, même s'il est minime? L'agressivité, elle est qualifiée par l'humain. C'est pas moi en tant que comportementaliste qui vais dire votre animal est agressif ou non. C'est pas moi qui juge, c'est pas moi qui vis avec lui au quotidien. Par contre, moi, quand je vais faire le bilan, donc la première séance, je vais prendre en compte tous les éléments de la vie du chat, ses antécédents, son environnement actuel, le rythme du foyer, la relation à l'humain. Je vais tout prendre en compte et je vais donner les clés pour que les comportements s'atténuent, pour que le chat il puisse exprimer son message, mais peut-être d'une autre façon, qui prend moins d'ampleur, on va dire. OK, Donc c'est OK. totalement légitime. Enfin, il n'y a pas de votre chat est plus agressif qu'un autre, ou c'est vraiment le propriétaire qui va qualifier l'agressivité. Nous, on parle de comportement agonistique. C'est l'ensemble des comportements qui sont mis en place lors d'une confrontation. Nous, on va plutôt évaluer ça. Il y a des chats qui vont plus facilement utiliser ces comportements que d'autres. Nous, on juge peut-être plutôt l'agressivité par rapport à l'expression de ces comportements. Et on peut venir, que ce soit une toute petite agressivité comme une très grande. Tout à fait, sachant que plus le comportement dure dans le temps, plus c'est difficile, et enfin en tout cas plus ça va prendre du temps de revenir en arrière. Donc autant prendre les choses directement en charge. Nous, on peut très bien intervenir en préventif. On n'intervient pas que quand il y a des soucis, on intervient aussi en amont pour donner aux propriétaires les clés, notamment en termes de besoins fondamentaux et de communication. Donc si votre animal commence à avoir des comportements qui vous dérangent, c'est bien aussi de ne pas attendre que ça s'amplifie, mais de venir tout de suite ou presque, pour qu'on vous explique les choses et pour pouvoir mettre en place une adaptation pour éviter que ça évolue et que ça prenne de l'ampleur. Donc peu importe le moment, mais le mieux, c'est de venir le plus tôt. C'est ça. OK, et un chat, par exemple, comme tu l'expliquais tout à l'heure, qui, urine sur le lit ou sur les tapis de bain et cetera. Ça, c'est vraiment un signe, heu, qu'il y a un problème, donc je suppose. À ce moment-là, il faut venir très vite, voir un comportementaliste ou, on peut attendre, voir si, ça se résorbe tout seul, si le souci passe ou justement, tu conseilles plutôt de ne pas attendre et aller tout de suite, voir un professionnel qualifié? Peu importe la problématique, le comportement indésirable, quoi qu'il arrive, quand votre animal change subitement de comportement, un animal qui a toujours été propre et qui du jour au lendemain va faire un pipi sur le canapé,
la première chose à faire, c'est même pas d'appeler le comportementaliste, c'est d'aller voir son vétérinaire. Parce que généralement, derrière, il se cache un problème de santé, une gêne, une douleur. En fait, l'animal, c'est son seul moyen de s'exprimer. Donc, derrière, le message, il n'est pas encore connu, mais il y a un souci. Et dans le cas des éliminations hors bac, par exemple, on dit qu'environ 70% des cas, donc 3/4 des éliminations hors bac, c'est lié à un problème de santé. Donc le comportementaliste, il va pas servir à grand-chose dans 70% des cas. Par contre, le vétérinaire, c'est tout de suite qu'il faut aller le voir pour éviter que les problèmes s'aggravent. OK. Alors, tu vois, je pense que je suis pas la seule, mais pour un pipi sur, le lit, je pensais pas qu'il fallait, faire attention à ça et l'emmener directement chez le vétérinaire, plutôt que de tout de suite l'assimiler à un problème de comportement. Donc Oui. très intéressant et donc tous ces types d'agressivité, est-ce qu'il y en a des différentes? Et comment on reconnaît ces différents types, d'agressivité? Alors, on va classer l'agressivité en 3 parties, principalement. Soit elles sont de cause organique, donc comme je disais, liées à la santé, à une douleur, à une gêne, à quelque chose qui ne va pas physiquement. Soit c'est lié plutôt alors à quelque chose qu'on appelle iatrogène, ça veut dire que c'est lié aux effets secondaires et indésirables d'un médicament, par exemple. Votre chat a eu un traitement et dans la foulée, il a développé des comportements agressifs. Il y a de très fortes chances que ce soit une conséquence des médicaments. Généralement, ça passe à la fin du traitement. Et ensuite, on a les agressivités comportementales. Et donc ça, les agressivités comportementales, il y en a plein. Il y en a sûrement presque autant qu'il y a de chats. On recense des choses principales, notamment tout ce qui est ennui. L'ennui est un facteur d'agressivité parce que le Mmh. chat, il est en ce qu'on appelle en hypostimulation, donc il n'a pas assez de stimulation dans sa journée. Et donc à un moment, en fait, il libère son énergie. Et il l'a fait comment? Et ben il l'a fait en agressant un humain qui bougeait dans le salon parce que l'humain bouge, c'est stimulant pour le chat et donc il va aller sauter dessus comme si c'était une proie par exemple. On a aussi OK. les soucis de jeux inadaptés ou dans le cas des chatons sevrés trop tôt. Aujourd'hui un chaton vous pouvez l'adopter à partir de 8 semaines légalement, mais il faut savoir que le sevrage alimentaire c'est 3 mois et le sevrage social, donc toute la partie où il apprend les codes félins auprès de sa maman, ça se finit entre 4 et 5 mois. Donc votre chaton de 2 mois, il est trop petit pour vivre sans sa maman. Et généralement, il n'a pas appris les codes. Donc il ne sait pas jouer correctement. Il ne sait pas rétracter ses griffes et ses petites dents quand il joue. Et ça fait des chats qui en viennent à ne pas savoir jouer plus tard. On a aussi des agressivités qui sont liées à la cohabitation. Parce que le chat n'est pas fait pour vivre à plusieurs chats. Il y a des chats qui le vivent très bien. Il y a des foyers multichats avec des très belles relations. Mais on a aussi des foyers multichats où les 2 chats se tolèrent simplement. Ils vivent un peu en colocation. Sauf que comme dans toute colocation, des fois, le copain, il nous saoule un peu et on hausse le ton. Et donc voilà, ça peut aussi mener à des conflits. Et après, dans les principaux motifs d'agression, on a tout ce qui est peur. Votre animal a très peur de quelque chose. Il a 3 moyens de réagir à une peur intense. Ça va être la fuite. Généralement, les chats fuient. La tétanie, donc il va se figer et ne plus bouger et attendre que ça se passe. Ou alors il va agresser pour prendre les devants sur ce qui lui fait peur. Donc la peur peut être un motif d'agression. On a aussi tout ce qui est agression redirigée. Donc les agressions redirigées, ça peut être par exemple, vous passez l'aspirateur. Exemple, je pense classique, tous les propriétaires de chats ont un chat qui se carapate quand vous passez l'aspirateur. Vous allez éteindre l'aspirateur et tout de suite vous allez prendre votre chat à bras. Sauf que votre chat, il va pas avoir eu le temps de redescendre en émotion. Et dans ce cas-là, en fait, il va essayer de redescendre comme il peut, notamment en mordant ou en griffant. Et ça va être vous la victime parce qu'en fait, il aurait bien voulu agresser l'aspirateur qui fait très très peur, mais c'était vous qui l'avez à ce moment-là et du coup, c'est tombé sur vous, malheureusement. Il y a beaucoup de cas où les gens me disent « Je sais pas pourquoi il m'a agressé », c'est que généralement, il y a eu une très grosse frayeur avant et que les gens subissent en fait le retour de la frayeur. Donc Et on s'en après, doute pas des forcément agressions, d'ailleurs, il y hein. en a plein. Non, c'est ça, c'est que Oui. généralement, on fait pas le lien. Nous, on demande en tant que comportementaliste tous les petits détails des situations, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Et nous, on est habitués, on a le recul par rapport à la situation, donc on
on fait le lien du dénominateur commun. Mais vous, quand vous êtes dans la situation à l'instant T, c'est entièrement normal de pas vous dire bah tiens, c'était parce que j'ai passé l'aspirateur il y a 1 minute et demie. C'est sûr qu'on fait pas le lien et on n'est pas attentif aussi à toutes ces petites choses parce que finalement on C'est ça. s'arrête à l'action de l'agressivité, mais on Oui. regarde pas forcément ce qui s'est passé avant parce qu'on fait pas de lien avec cette agressivité-là quand il était dans mes bras et l'aspirateur il y a 5-10 minutes. Sachant que tout ce qui est peur, ça peut mettre du temps pour l'animal à redescendre comme émotion. Une peur très intense, il peut encore ressentir les effets au niveau des hormones pendant presque 1 semaine à 10 jours. Donc c'est toute une période où votre chat il a besoin de repos, de se cacher. Le chat est bien prédateur mais aussi une proie. Donc c'est important qu'il ait à disposition des cachettes partout et laissez-le se cacher. N'allez pas le chercher dans ses cachettes. S'il y est, c'est qu'il a besoin de se mettre en retrait. Et après, le Mhm. dernier type d'agressivité qu'on pourrait avoir, c'est ce qu'on appelle l'agressivité par irritation. Donc là, souvent, c'est quand il y a un contact et que le contact est dérangeant. Soit parce qu'il y a une douleur, par exemple. Votre chat, vous avez l'habitude de le caresser sur le dos, et puis en ce moment, dès que vous le touchez sur le dos, il se retourne, il vous mord. C'est quelque chose qui doit alerter. Et vous avez aussi des chats qui sont intolérants au contact. On va mettre des gros guillemets. C'est ce qu'on appelle le syndrome du chat caressé-mordeur. Ce coup-ci, c'est pas tellement une étiquette, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus documenté. Et c'est un chat qui, dès que vous le caressez, systématiquement, il va mordre. Et ça peut mener à de l'agression instrumentalisée. Tout ce que j'ai cité précédemment, ça peut s'instrumentaliser, c'est-à-dire que votre chat, il envoie des signaux tout le temps. Des signaux qu'on ne sait pas très bien lire en tant qu'humain, on n'est pas très fort en langue vivante féline. Mm. Et en fait, à un moment, votre chat, il apprend que ce qui fonctionne, c'est de vous mordre ou de vous griffer. Et du coup, il va même plus donner les signaux intermédiaires, il va directement vous mordre parce qu'il se dit qu'en fait, il n'y a que ça qui fonctionne. Donc on en vient dans les plus gros cas, comme tu disais tout à l'heure, les gros cas d'agressivité, ça va être souvent des chats qui en fait ne s'expriment plus. Et donc il va falloir leur réapprendre à s'exprimer et que l'humain soit très attentif aux moindres petits signes pour tout de suite arrêter l'action. Dans ces cas-là, quand il y a plus ces petits signaux qui sont les seules choses d'ailleurs qu'on peut utiliser pour savoir si, OK, là je vais arrêter de le caresser parce qu'il en a marre et si je continue, il va me griffer. Quand on a ces chats caressés mordeurs, et moi la première, hein, je l'avoue, je les voyais pas ces signaux-là. D'ailleurs, c'est grâce à toi, que je le sais et donc je caresse Scotty et donc je pense qu'elle adore ces petites gratouilles et d'ailleurs elle se frotte et elle continue, elle demande que je continue à la gratter et puis ensuite, tac, elle me prend et elle me mord, mais gentiment. Elle me fait pas mal, mais elle me montre qu'elle en a marre, alors que je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça, sachant qu'elle réclamait 2 secondes avant. Donc peut-être que je suis pas la seule. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus en détail là-dessus et expliquer, ce cas de chat, caressé mordeur? Alors il y a deux types. Il y a le chat, moi la mienne, donc Nessie, le chat que j'ai actuellement. Généralement, ce qu'elle adore le plus, son kiff ultime, c'est les gratouilles des oreilles. Je pense qu'il y a beaucoup de OK, chats qui aiment les gratouilles ouais. des oreilles. Et en fait, c'est tellement le kiff, en fait, ça la monte en excitation. Et d'un coup, elle va se retourner, elle va mordre pour abaisser, on va dire, l'émotion, pour redescendre, en fait. Euh, donc ça, c'est une première façon d'agresser de chat caressé mordeur. Et il y a aussi le chat qu'on a juste marre, qui en fait veut juste être là pour être là, il veut juste profiter de vos genoux, il veut pas qu'on le touche. Comme tu dis, les chats se frottent beaucoup. Et généralement, ils se frottent pour déposer leur odeur sur une odeur qui leur plaît pas. C'est ce qu'on voit notamment avec les inconnus quand ils arrivent à la maison. Les chats qui sont pas trop trouillards, ils vont être assez avenants, ils vont se frotter. Sauf que ça veut pas dire je veux une caresse. Ça veut dire je mets mon odeur parce que toi tu viens de dehors et t'as des odeurs bizarres qui sont pas celles de ma maison. Donc voilà, le chat qui se frotte, c'est pas forcément un chat qui veut être caressé. C'est un chat qui veut enlever les odeurs de l'invité pour, y mettre les siennes. Tout à fait. Donc ça peut arriver OK. aussi avec votre propre chat, si vous allez faire à manger, vous touchez à un autre animal, c'est très probable que votre propre animal il vienne se frotter, mais pas forcément euh, pour demander des câlins, plus pour couvrir et remettre son odeur à lui parce que vous êtes son humain. Bon là, ça va être une grosse déception pour pas mal d'entre nous qui qui entendons ça.
Ah, moi, je pensais qu'elle réclamait des câlins, qu'elle voulait juste me dire coucou et me faire des bisous, mais non, non, c'est juste pour enlever l'odeur du métro finalement et des inconnus que j'ai Voilà. croisés dans la rue. Ok, bon, super. Alors c'est Euh, intéressant oui, que tu parles des bisous, parce que c'est pareil, le bisou. Alors il y a plein de façons de reconnaître que son chat, en fait, il en a marre d'être caressé. Et un chat qui va commencer à vous lécher quand vous le caressez, généralement, c'est un signe qu'il faut s'arrêter. C'est un chat voilà, qui commence à en avoir marre, qui essaie de vous dire c'est bon, stop, tu me saoules. Gentiment, il vous le dit ah ouais, gentiment. La prochaine étape, c'est plus avec la langue, c'est avec les dents. ok. Donc voilà. Il y a le battement de queue aussi, le petit bout de queue qui va taper gentiment, et puis de plus en plus vite, et puis de plus en plus, ce sera plus le bout de la queue, ce sera la queue complète. Voilà, ça c'est aussi un signe de stop, on arrête, tu m'agaces. Et alors moi, je l'ai beaucoup moins observé, mais il y a des chats qui font un espèce de palpé roulé de la peau du dos. C'est ce qu'on appelle le rolling skin syndrome. Désolée pour mon anglais. Et donc c'est des chats qui vont avoir la peau du dos qui roule un peu comme s'il y avait une mouche qui voulait chasser, mais là il n'y a pas de mouche, donc vraisemblablement c'est vous qui le chasser. Ok, Scotty fait ça, hein. Du coup, il doit y en avoir beaucoup qui ont des chats qui ont ce... Oui, ça fait comme un petit spasme sur le dos. C'est ça. Et ok, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un problème, peut-être des puces ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment... En fait, tous les signaux, ce qu'on appelle notamment les signaux d'apaisement, donc des signaux qui visent à faire cesser une interaction, c'est des signaux qui peuvent être utilisés dans de multiples situations et que du coup, il faut prendre dans un contexte. C'est très important de prendre le contexte en compte. Si votre chat, il est tranquille sur le bord de la fenêtre, à avoir la peau du dos qui roule, il y a de fortes chances que ce soit parce que là, il y a une mouche qui lui tourne autour, par exemple. Ou s'il se gratte assez régulièrement, même quand vous le caressez, ou alors quand il est tranquille dans son panier, ça peut être des puces. Ça peut être une douleur aussi. Si vous passez sur un lieu de douleur en le caressant, il peut vouloir vous chasser un petit peu parce qu'il y a une gêne. Donc là, on est sur un autre type d'agressivité, mais, euh, mais ça peut tout à fait. C'est vraiment important de prendre le contexte. Il faut prendre en compte aussi les pupilles, le regard, les sourcils, les vibrisses, donc les moustaches, l'orientation des oreilles. Enfin, il y a une multitude de signaux à observer pour pouvoir dire que le chat, à tel instant, dans telle situation, c'est ça qu'il ressent. Donc c'est très important en fait de toujours analyser et de regarder son animal, peu importe l'interaction qu'on a avec lui et ce qu'on fait chez nous finalement. Tout à fait. OK, et ça nous permet, aussi de savoir, bon, de savoir un petit peu, de nous aiguiller si le problème vient plutôt du comportement ou des interactions autour, ou plutôt un problème, physique, qu'il peut avoir, et dans ces cas-là, peut-être aller voir un ostéopathe, je suppose, ou le vétérinaire, déjà en premier lieu. Potentiellement, voilà, le vétérinaire sera toujours la première intention. Un, OK. un comportementaliste, quand il prend en charge un animal, une des premières questions qu'il vous pose lors de la prise de rendez-vous, c'est est-ce que l'animal a vu le vétérinaire? Il faut vraiment être sûr qu'il n'y a pas un problème de santé derrière, parce que de toute façon, on pourra faire et mettre en place tout ce qu'on veut, ça ne résoudra pas le problème de santé. Donc c'est vraiment important d'être sûr que derrière, il n'y a pas un souci. Des fois, il faut faire des examens assez approfondis. Ça a un coût financier, ça a un coût en temps, ça a un coût en aller-retour chez le vétérinaire. Mais c'est très très important d'être sûr qu'il n'y a aucun souci physique derrière un comportement. Encore plus, comme je disais, si c'est un changement qui est soudain, là, c'est même pas le comportementaliste qu'il faut aller voir en premier, c'est bel et bien le vétérinaire. OK. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur les chatons, parce qu'on est beaucoup, je pense, à avoir des chatons très jeunes, tout simplement parce que c'est mignon et qu'on a tous envie d'avoir le petit bébé à la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer les conséquences que ça engendre sur le chaton et sur sa vie d'adulte quand on adopte un chat trop tôt? Et peut-être nous expliquer la différence entre l'agressivité des chatons et l'agressivité des chats adultes, qui peut-être sont totalement différents ou similaires d'ailleurs. Alors, le chaton, quand il arrive chez vous à 2 mois, il faut savoir qu'il n'a pas les codes donnés par sa maman. Sa maman, elle fait ça entre le troisième et le quatrième mois. Donc c'est normal quand vous avez un chaton à 2 mois qu'il mette les griffes et les dents quand il joue.
c'est pas de l'agressivité en soi, c'est plutôt un manque de contrôle parce qu'on lui a pas appris et vraisemblablement, OK. vous êtes pas un chat, donc vous ne savez pas lui donner les codes. Ça paraît logique. Oui, Donc oui. voilà, c'est vraiment important. Je sais que c'est normal, qu'on trouve les petits chatons tout mignons et moi la première, j'adore travailler avec des tout petits chats, mais il faut savoir que pour leur développement plus tard, il y a vraiment, des risques de développer des comportements agressifs notamment, parce qu'il a pas appris et d'autres troubles. Ça peut être des troubles alimentaires parce que le sevrage alimentaire ne s'est pas bien passé. Ça peut être avoir un chat plus craintif parce que la maman, elle Mmh. sert de modèle. Le chaton, il apprend beaucoup par mimétisme. Donc dès que la maman va avoir un contact, avec un humain qui est positif, le chaton, il va venir voir, il va se dire: «Bah, l'humain, c'est cool». Une maman chat qui a pas peur de l'aspirateur, potentiellement, le chaton, bah, il va voir que la maman n'a pas peur, donc il va être plus confiant en lui, plus sûr de lui et donc on a un chat qui est beaucoup plus équilibré quand on l'adopte à 4 mois. C'est long d'attendre, mais de toute façon, faut vous dire qu'il restera pas petit toute sa vie et c'est mignon aussi vers les 4 6 mois. Moi, la première, des fois, la phase chaton, je m'en passerais bien parce que c'est la phase où ils font toutes les bêtises, ils explorent tout, ils cassent les vases, voilà. Donc finalement, un chat adulte est un peu plus pépère. C'est bien aussi, il vient pas vous réveiller la nuit et vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Et pour les personnes qui ont été, par exemple, qui ont trouvé un petit chaton dehors, ils ont pas vu la maman, et cetera et cetera. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que, bah, en fait, ils ces personnes-là ne pourront rien faire finalement et Dans l'idéal, c'est bien que ce chaton, il puisse grandir avec des chats adultes pour apprendre, même si c'est pas par sa maman, un minimum de base. La fratrie est très importante aussi pour le chaton. Ils ont des petits jeux où ils se bagarrent et tout, ils miment des attaques sur des proies, enfin voilà. Ça a vraiment un rôle important dans le développement. Donc dans l'idéal et le monde parfait, il faudrait presque trouver une maman de substitution qui a déjà une portée et le mettre avec pour qu'il finisse et puisse bénéficier d'un sevrage complet. Si c'est pas possible, ce qui est très souvent le cas, le fait d'avoir au moins des chats adultes pour avoir un exemple, un modèle à suivre, et puis quelqu'un qui, va venir, lui dire, «Oh là mon coco, là tu vas un peu fort avec tes dents ou tes griffes, vas-y mollo». Ça on obtiendra un chaton qui est plus apaisé, plus tranquille et qui a moins de chances de développer des comportements indésirables à l'âge adulte, dans ces cas-là. Donc, si c'est OK. votre seul animal au foyer et qu'il a 1 mois et demi, c'est quand même bien qu'il puisse retrouver des adultes. Même si c'est temporaire, vous le confiez à une amie qui a un chat, ou, à une famille d'accueil, peu importe et vous le récupérez quand il est un peu plus grand, il y a aucun souci pour ça. Et donc toi, tu conseilles vraiment d'avoir le chaton dans le foyer minimum à 3 mois, pas avant? Un bon 3 mois et demi. OK, un bon 3 mois et Ouais, demi. parce que 3 mois, on est aux alentours du sevrage alimentaire, donc il y a des c'est comme chez les humains, il y a des plus précoces et des retardataires. Il y a des chatons à 3 mois révolus, ils auront fini leur sevrage alimentaire. Il y en a d'autres, il va leur falloir un peu plus de temps et du coup, le sevrage social, il commence vers le début du 3e mois jusqu'au 4e. Donc comme ça, il aura au minimum les bases, correctes. Donc tu disais que l'agressivité chez le chaton, tu qualifies pas ça d'agressivité. Qu'est-ce qui va différencier du coup le comportement adulte et du chaton sur, ses façons de réagir? Alors, disons que souvent, le chat adulte agressif, c'est généralement parce qu'il n'a pas pu bénéficier d'un sevrage social, correct. Donc c'est une conséquence, de ce qu'il a vécu petit. Les comportements sont pas différents, hein, les signaux sont les mêmes, à savoir que les chats ont des signaux préférentiels. Donc certains vont plus utiliser, le battement de queue et d'autres plutôt la peau du dos qui roule. Mais sinon, les signaux sont exactement les mêmes. Ce qu'il y a, c'est que souvent, on tolère beaucoup moins chez un adulte ce qu'on tolère chez un chaton. On a même parfois des gens qui nous disent: «Bah, petit déjà, il mordillait, sauf qu'aujourd'hui, il est adulte et puis, bah, c'est plus du mordillement, il mord franco, quoi». Donc en fait, c'est juste une évolution du comportement, hem et encore une fois, c'est l'humain qui va qualifier l'agressivité. Le chat, lui, ne se dit pas: «Tiens, aujourd'hui, je vais être agressif et je vais le mordre, dès qu'il fait un geste». C'est lui, il raisonne pas comme ça et il y a pas de préméditation. C'est pas planifié dans son agenda. Et qu'est-ce qu'on fait avec un chaton qui mord d'ailleurs? Est-ce que tu as un petit tips là-dessus?
Ouais, le chaton qui mord, et bah, déjà vous le laissez pas faire. Dans le sens où s'il mord, si vous voyez que le jeu dégénère, déjà on stoppe le jeu. Généralement, le chaton, il mord aussi parce qu'il y a eu excitation. Les chatons, ça sait pas Mmh. s'arrêter tout seul, donc c'est important de cadrer les séances de jeu. On est sur du 5-10 minutes. Si le jeu dure une demi-heure, il y a de fortes chances que vous soyez dans l'excitation depuis un bon moment. On reprend plus tard, on fait une autre séance, ça c'est pas un souci. Mais voilà, 5-10 minutes, on lui apprend que le retour au calme, c'est important aussi. Et s'il vous saute dessus, entre guillemets, sans raison, parce qu'il a décidé que c'était cool de vous sauter sur les pieds, euh, en fait, vous partez, tout simplement. Vous dites rien, vous le regardez pas, vous le laissez là où il est, et vous sortez de la pièce. Il n'y a pas plus simple. Ce qu'on peut aussi, c'est lui donner un petit jouet, quelque chose sur le quoi il a le droit de se défouler, une peluche par exemple. Vous le laissez avec son jouet, il va redescendre tout seul de son côté, vous faites votre vie de l'autre, et quand tout le monde est calmé, on revient dans la même pièce. Dire OK. non, je vais me faire des ennemis, mais ça sert à rien. Le chat, il n'a pas la notion du bien et du mal. Et généralement, on lui dit non pour mordre, non pour monter sur la table, non pour ceci, non pour cela. Donc en fait, votre chat, il associe pas le non à une chose. Il est censé associer le non à plein de choses. Donc en fait, ça sert à rien. Et généralement, ça génère du stress parce que vous haussez le ton quand vous dites non, pour le gronder. Sauf qu'en fait, lui, il va potentiellement avoir peur du fait que le ton soit haussé. Et donc, pour se défendre, il va faire quoi? Et bien, comme on a dit tout à l'heure, soit il fuit, soit il se tétanise, soit il agresse. Donc, vous avez de fortes chances, en disant non, qu'en fait, il revienne de plus belle. Ou alors, OK. qu'il continue et qu'il apprenne que faut pas faire les choses devant vous. Je prends le cas du pipi hors litière, même si c'est un petit peu hors sujet. Un chat que vous prenez sur le fait à faire pipi, vous lui dites non, il va juste apprendre que vous, ça vous plaît pas qu'il fasse devant vous, donc il va juste apprendre à aller faire ailleurs quand vous avez le dos tourné ou quand vous êtes absent. Ça aura pas réglé le problème de dire non. On fait quoi avec ce chat qui fait pipi devant nous, grand sourire? On fait rien, on l'emmène chez le vétérinaire, on OK. nettoie. Mais voilà, faut vraiment comprendre pourquoi il fait hors litière. En fait, c'est important de vraiment comprendre la cause pour avoir la solution la plus adaptée possible. Mais généralement, un cas de cystite, par exemple, donc un problème de vessie, d'infection, votre chat, il a mal. C'est un endroit où il n'arrive plus à faire la litière. C'est un endroit qui est devenu douloureux, qui a été associé à de la douleur, et donc il va faire un autre endroit pour se dire, bah tiens, peut-être c'est moins douloureux sur le canapé. Vous lui dites non, vous allez ajouter du stress à quelque chose qui va déjà pas, sachant que les cystites, ça peut être provoqué par le stress aussi. Donc vous allez ajouter du stress à potentiellement quelque chose qui est déjà là à cause du stress. Bon et bah, ce sont de très bons conseils, hein. Merci en tout cas parce que je pense qu'on y a tous été confrontés au moins une fois. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre tous les cas d'agressivité en compte, dans la mesure où l'animal, s'il exprime cette agressivité, c'est soit qu'il y a un stress, soit qu'il y a un mal-être, qu'il soit physique ou comportemental. Donc le chat, il essaie de vous faire passer un message, il ne faut pas minimiser ce message. Donc c'est important vraiment que, peu importe la fréquence en fait, vous demandiez pourquoi il est agressif aujourd'hui à cet instant-là. Il y a aussi, le fait qu'un chat dort beaucoup Oui. et qu'on le réveille. Alors je sais pas s'il y a un lien entre son agressivité et le fait qu'il ait pas trop envie qu'on le dérange ou, le chaton aussi qui a besoin de beaucoup dormir. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie, besoin, du chat par rapport au sommeil? Oui. Alors, le chat adulte, il dort une quinzaine d'heures par jour. Donc généralement une bonne partie de la journée parce qu'il est plutôt actif tôt le matin ou tard le soir, donc à l'aube ou au crépuscule. C'est un animal qui est semi-nocturne. Un chat qui manque de sommeil, ben, c'est un peu comme nous. Quand on manque de sommeil, on est grincheux, on est grognon, on est moins efficace, on s'énerve beaucoup plus facilement. Et donc votre chat, c'est exactement pareil. Si il peut pas avoir ses 15 heures de sommeil, il y a de fortes chances qu'il y ait des agressions à cause aussi de la fatigue. Il est beaucoup moins tolérant à tout ce qui se passe autour de lui. Pour le chaton, c'est encore pire parce qu'un vrai tout petit chaton, il dort 23 heures sur 24 et puis de moins en moins. Mais on va dire un chaton, quand vous l'avez entre 2 et 4 mois, il dort une vingtaine d'heures par jour. Donc si vous êtes tout le Ah temps en train oui! de le sursolliciter, OK. mais en fait, il n'a pas ses 20 heures de sommeil. Et très souvent, on est beaucoup sur le dos de nos chatons parce qu'ils sont mignons,
on les prend un bras, on fait plein de photos, enfin c'est génial. Mais généralement, on les empêche de se reposer correctement. Et un chat qui se repose, on ne va pas l'embêter. C'est son lieu de repos, c'est son lieu où il sait qu'il va être tranquille. Donc quand il est dans son coussin préféré ou sur sa place préférée du canapé et que vous voyez qu'il dort profondément, vous n'allez pas vous amuser à le caresser. C'est un peu comme vous dormez profondément et puis d'un coup on vient, on vous secoue, allez viens, faut que tu te lèves, on va jouer. Déjà, il va vous falloir un peu de temps pour atterrir. Et puis en plus de ça, vous allez peut-être pas avoir très envie d'aller faire l'activité proposée par la personne. Donc Ok. voilà, c'est pareil avec la gamelle, par exemple. Votre chat, il mange, vous lui fichez la paix, vous le laissez manger tranquille. Vous, si vous mangez au restaurant et vous êtes en plein milieu de votre assiette et le serveur, il arrive, il vous reprend votre assiette, vous allez lui dire, mon coco, qu'est-ce que tu fais? Enfin, votre chat, c'est exactement pareil. C'est très compliqué quand on les voit dormir, on a envie de leur faire plein de bisous, plein de Ils sont câlins. mignons. Ok, oui, il faut se canaliser pour leur bien, finalement. C'est ça. Alors, petite astuce, à nouveau, il y a ce qu'on appelle le test de consentement. Donc, le consentement, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir dire oui ou non à une interaction. Chez l'humain, on en parle de plus en plus. Et ben, ça existe aussi chez nos animaux. Donc, pour le chat, vous lui proposez votre main avec les doigts légèrement recroquevillés. Donc, ceux qui ont la vidéo sur YouTube, ça sera très bien, ils auront l'image. Et votre chat va venir... Enfin, votre chat peut avoir plusieurs réactions. Il va soit venir se frotter, généralement, s'il se frotte, c'est qu'il a un peu envie de gratouille, donc vous le gratouillez là où il s'est frotté. S'il comprend vite et bien, ce qui est souvent le cas, il va même venir frotter la zone qui veut être grattée sur votre main. Et donc ça, c'est un oui franc, un oui, vas-y, gratouille-moi. Il se peut que votre chat, il vienne sentir votre main, et puis rien de plus. Ou alors, il regarde, mais pareil, pas d'action, il tourne la tête, enfin, il vient pas au contact. Dans ce cas-là, c'est un non. Le non, c'est important de le respecter. Ça a créé la confiance entre vous et votre chat. Donc c'est très très important finalement. La confiance, ça veut dire qu'il sait que jamais vous allez venir le toucher quand il n'en a pas envie. Et donc c'est quand même quelque chose qui est la base en fait. Si vous n'avez pas envie qu'on vienne vous embêter, et que vous dites non et que c'est respecté, ben vous êtes content et vous avez confiance en la personne, vous savez qu'elle va pas vous faire un mauvais coup dans le dos. Ben, votre chat, c'est exactement pareil. Et ce test de consentement, quand vous faites un câlin, vous le renouvelez régulièrement. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le chat peut aussi monter en excitation. Et donc, c'est important qu'il ait des moments de pause, de réfléchir et de se dire, est-ce que j'ai toujours envie d'être caressé, même si j'ai dit oui il y a une minute, j'ai le droit maintenant, une minute après, de dire non. Donc ça, c'est très très important aussi. Et le test de consentement, vous pouvez le mettre en place avec tous les chats. Ils sont assez rapides à comprendre. Les premières fois, ils vont peut-être se dire bah, qu'est-ce qu'elle me fait avec sa main tendue. Ce que vous pouvez faire, c'est légèrement approcher la main, le toucher et arrêter, mais qu'ils comprennent que la main, si lui vient la toucher, c'est qu'il a un contact. Et si lui vient pas la toucher, c'est qu'il n'y a pas de contact. Mais très rapidement, généralement, votre chat comprend. Le plus dur, c'est d'encaisser les noms. Généralement, c'est compliqué pour l'humain de se voir refuser un câlin. J'ai le cas du chat qui est dans mon mémoire. C'est la seule chose qu'on a mis en place. Donc, c'était un chat diagnostiqué syndrome du tigre, donc chat hyper agressif. Ça faisait 5 ans que sa propriétaire, elle subissait des agressions. Elle avait plus de relation de confiance avec son chat, il lui sautait dessus n'importe quand, le jour, la nuit. Elle pouvait plus aller aux toilettes tranquillement sans se retourner et que son chat lui saute dessus. Enfin, voilà, on était vraiment dans un cauchemar. On a mis en place le test de consentement. Et comme elle me disait, c'est compliqué parce que 9 fois sur 10, je me prends un non dans la figure. Mais en un mois de mise en place, on a fait le bilan et la séance de suivi à un mois d'intervalle. En un mois de mise en place, on est passé des agressions multiples tous les jours à 3 agressions sur le mois. On est passé de énormément à plus grand chose. Et tout ça juste en demandant au chat s'il voulait ou non être touché. Alors, c'est pas une peluche le chat, c'est un animal dont le sens le plus important c'est l'olfaction, c'est le nez, et le tactile ça vient presque en dernier. Alors que nous, en tant que primates, on est très tactile, on a besoin de toucher les choses. Ceux qui verront sur YouTube, je fais énormément de gestes avec les mains. Moi, je suis aussi très tactile et c'est vraiment un truc de primate.
Donc on a besoin de toucher nos chats, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, c'est totalement adapté à notre espèce, mais c'est pas adapté à la leur. Donc pour communiquer le plus sereinement possible, c'est bien de trouver un compromis, de passer par ce test de consentement, et quand il y a un contact et qu'il est positif, que le chat dit oui, là vous en profitez à fond, vous faites le plein, et quand il vous dit non, et vous respectez sa non-envie en fait. OK. Ça, c'est un très bon conseil. Ça va être mis en place, rapidement de mon côté et en fait, il faut qu'on teste finalement parce que ça peut C'est marcher ça. très rapidement et on peut se rendre compte que ça solutionne beaucoup de soucis du quotidien. Oui, mais si c'est l'un des remèdes à des grands cas d'agression, c'est quand même quelque chose. Il n'y a aucun coût financier, il n'y a aucun coût en termes de temps, d'énergie. Enfin, ça ne vous coûte rien de tendre votre main et de voir si l'animal se frotte. C'est facile. La personne qui m'appelait pour son chat me disait au début, j'y croyais pas à votre truc, ça paraissait trop simple. Et en effet, c'est quelque chose qui est très bête à mettre en place. Et pourtant, ben, là, dans ce cas-là, ça a fonctionné. Et dans plusieurs autres cas, c'est positif aussi. La, la mienne, hein, notamment, qui à petite n'était pas très très câlin jusqu'à... Elle devient câlin depuis 2-3 ans. Mais avant, c'était elle qui venait au contact, c'était pas nous qui allions à son contact. Et en mettant en place le consentement, ben, finalement, on se retrouve avec un chat qui agresse de moins en moins, ou en tout cas, elle est beaucoup plus dans l'acceptation du contact qu'avant parce qu'elle sait qu'on va s'arrêter à un moment et on va lui redemander la permission. Donc elle sait qu'elle peut nous faire D'accord. confiance là-dessus. Comment on prépare, un chat qui a tendance à être agressif pour aller chez le vétérinaire ou qui tout simplement devient très agressif pour aller juste simplement dans la cage de transport? Qu'est-ce qu'il faut faire? En soi, tout est lié parce que généralement, vous utilisez la caisse une fois par an pour aller chez le vétérinaire, qui est un moment pas très agréable. Il y a plein d'odeurs bizarres, il y a les produits, les autres animaux qui sont passés là. Le vétérinaire est pas très cool parce qu'il arrive avec son thermomètre et ses seringues à faire des injections. Généralement, le vétérinaire, c'est pas un moment très positif dans l'année. Donc, déjà, la caisse, ce qui est bien, c'est qu'elle soit associée positivement. Vous la laissez dans votre salon. Voilà, par exemple, elle est juste à côté de moi, la caisse de transport. Elle est à côté donc de la table du salon, enfin de la salle à manger. Et depuis toute petite, la caisse a toujours été dans la pièce principale de vie. Et aujourd'hui, elle s'en sert comme couchage à part entière. La porte est complètement ouverte toute l'année. Petite, on a beaucoup joué autour de la caisse, avec un plumeau notamment. Vous faites courir votre chat et puis d'un coup, hop, le plumeau il passe derrière, il passe au-dessus, machin. Elle va jouer, elle va associer ça positivement. Euh, Vous pouvez aussi mettre des friandises dans la caisse de transport, mais en tout cas, il faut que ce soit un objet du quotidien. Pas un objet qu'on sort une fois dans l'année pour annoncer un mauvais présage, quoi. Donc OK. voilà. Et pour le vétérinaire, il n'y a pas énormément de solutions miracles. Pour la mienne, qui était très très angoissée du vétérinaire, c'était vraiment la vétérinaire y allait avec les gants de jardin parce qu'elle devenait hyper agressive. Enfin, ça causait énormément de stress chez elle. On a mis en place du medical training. Donc, c'est de l'entraînement aux actes médicaux, si je remets ça en français. On voit OK. beaucoup ça dans les zoos, par exemple, pour éviter de sédater les animaux sauvages, notamment les éléphants, les choses comme ça. On leur apprend peut-être à donner le pied, à tendre le cou pour faire une injection, des choses comme ça. Et nous, en D'accord. mettant en place ce medical training, entre deux visites annuelles, du coup, on est passé d'un chat qui est complètement paniqué chez le vétérinaire à un chat qui est pas très très serein, mais le vétérinaire fait tout à main nue et sur 10 minutes de temps, quoi, parce qu'en fait, il peut tellement tout faire qu'il enchaîne. Le chat ne se préoccupe de rien parce que généralement, on lui donne des friandises, on lui parle, enfin voilà. On associe ça positivement, on l'a fait penser à autre chose aussi. Du coup, ça devient le medical training un atout pour tous les examens de base. Comment on fait en tant que dog parent, cat parent et cetera pour faire ce medical training? On doit se faire accompagner ou on peut le faire nous-mêmes? En version chien, il y a énormément de ressources sur internet. En version chat, il n'y a pas grand-chose. C'est toujours pareil, les chats, il n'y a jamais grand-chose. Vous avez des comportementalistes qui proposent ce service de vous accompagner sur les choses basiques. Donc ça peut être faire appel aux comportementalistes, ça peut être essayer de faire par vous-même en regardant des vidéos, en adaptant. Par contre, il faut toujours bien respecter les signaux du chat.
Le but, c'est de jamais dépasser le seuil de tolérance de votre chat pour que l'association reste cool pour lui. Et donc ça, généralement, moi, ce que je conseille, c'est quand même au minimum au début, pour la mise en place du medical training et comprendre les signaux de votre chat, de faire une séance préventive avec un comportementaliste. Et après, vous reprenez ce qu'il vous a expliqué et vous faites par vous-même, c'est pas un souci. Mais ça peut être bien d'avoir au minimum ces bases-là pour pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'en fait, on tombe vite dans ce qu'on appelle l'immersion. Donc l'immersion, pour donner un exemple tout simple que tout le monde comprend généralement, vous avez peur des araignées. Je crois que tout le monde a peur des araignées. Moi, j'ai très peur des araignées. Et pour que vous ayez moins peur, et ben en fait, on va vous mettre dans une pièce. Vous êtes enfermé avec plein de migales, un peu comme à Fort Boyard, et on attend que vous ne réagissiez plus. Et, L'horreur! ouais, et quand vous réagissez plus, on vous sort de la pièce, mais pas avant. Et en fait, ça, c'est de l'immersion. Vous n'allez pas apprendre à ne plus avoir peur des araignées. Vous allez juste apprendre que hurler, ça sert à rien parce que personne va venir vous chercher. Et ben, le chat, c'est pareil. Si vous allez trop vite dans quelque chose et que vous respectez pas ces signaux, il va pas apprendre que la chose est cool. Il va apprendre que face à cette chose, ça sert à rien d'avoir peur ou de dire quoi que ce soit, parce que de toute façon, la chose aura lieu quand même et on vous écoutera pas. Donc voilà, il faut faire Ok. attention à pas tomber là-dedans. Et donc, rien que pour ça, moi, je conseille de faire au moins un petit accompagnement. Ça peut éviter les erreurs. C'est super important parce que ça peut être associé à quelque chose de très négatif pour l'animal et au final, il C'est arrive ça, même plus à communiquer. Il communique c'est plus, il ça. garde tout en lui et il devient complètement tétanisé. C'est exactement ça. Et on crée, moi, ce que j'appelle les cocottes minutes. C'est un animal qui, un jour, va vraiment atteindre le sommet du sommet. Il va vraiment plus en pouvoir. Et là, pour le coup, il va se retourner sur vous, il va vous griffer, peut-être se jeter au visage, enfin, avoir des réactions complètement démesurées. Vous allez vous dire, mais ça s'est toujours bien passé. Il a montré aucun symptôme, il s'est jeté sur moi comme ça. Enfin, aucun signaux. Et en fait, si votre animal, il vous en a montré plein, c'est juste que vous lui avez interdit de les exprimer. Et aujourd'hui, il n'en peut vraiment plus, quoi. Et on rappelle que le syndrome du tigre n'existe pas. Donc on ne C'est peut pas ça. dire que c'est le syndrome du Et tigre. On ne peut pas remettre ça sur le dos du là, on syndrome peut du pas tigre. dans ce moment-là, non, mais c'est, bah, le chat, donc février, que j'avais quand j'étais petite, c'était exactement ça. Il en était venu à sauter sur la tête des gens en premier. Il visait Ok. même plus les mains, les pieds, quoi que ce soit. Il visait le visage. Et c'est ce qu'on a fait un chat dangereux. Et donc un chat où on a dit, bah, tout ce qui reste à faire, c'est l'euthanasie parce que on pouvait plus recevoir personne à la maison. Ah On ouais. devait l'enfermer. Nous, on était tout jeunes avec mon petit frère et ma mère avait vraiment peur pour nous et elle avait complètement raison, hein. Mais en fait, c'est juste un chat incompris qui n'a pas eu la chance de tomber sur un comportementaliste parce qu'à l'époque, on parlait pas de ce métier. On en parle encore très peu aujourd'hui. Donc voilà, bon, c'est vraiment important de se faire accompagner. Je pense que c'est quelque chose, moi, qui devrait être presque obligatoire quand on accueille un animal, c'est de faire au moins une séance en prévention pour avoir toutes les bonnes bases et démarrer sur les bonnes bases. Des fois même, avant d'avoir l'animal, vous pouvez très bien contacter un comportementaliste, dire voilà, j'ai le projet d'avoir un chat. Quel chat correspond le mieux à mon rythme de vie? Je prends quel âge? Quel sexe éventuellement? Quelle race? Qu'est-ce que je mets en place pour son arrivée? Parce qu'une arrivée, ça se prépare. On ne va pas juste le prendre et le mettre comme ça dans le foyer. Alors, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent aider pour le bien-être futur de l'animal. Et c'est vraiment, alors, sûrement l'objectif de tous les comportementalistes, mais en tout cas, moi, c'est le mien, c'est de dire, mon métier, il a vraiment pour but d'améliorer leur bien-être à eux, parce que bien souvent, on ne fait pas attention à ça. Alors quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui va accueillir un nouvel animal dans son foyer? Je pense à 2 types différents, l'adoption d'un chaton qui est assez, fréquent et l'adoption d'un chat qui vient, d'un refuge ou d'une association. Parce que je pense que c'est 2 choses totalement différentes. Pour moi, les conseils vont être les mêmes. Ce qui va changer, c'est si c'est l'animal, le seul animal du foyer ou si il y a d'autres animaux au foyer. C'est surtout ça qui va D'accord. faire une grande différence. On va prendre le cas simple où c'est le seul animal du foyer. Vous allez le chercher, dans l'idéal, le matin, parce que si vous allez le chercher le soir, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver à la maison, vous allez aller vous coucher. Votre animal, il sera tout seul. Il a quitté tous ses repères, sa fratrie, si c'est un chaton, avec qui il était très proche, son environnement, ses odeurs habituelles.
Là, il arrive dans un monde totalement inconnu et il est seul au monde. Donc, ce qui est bien, c'est d'aller le chercher le matin. Comme ça, vous avez la journée pour aussi créer du lien avec vous. Les 3 premiers jours, en général, on recommande de laisser le chat assez tranquille, de lui réserver une pièce, ça peut être une chambre par exemple, avec ses gamelles, sa litière, un arbre à chat, des jouets. Vous allez passer du temps dans la pièce avec lui, mais vous ne le sursollicitez pas. Vous n'allez pas le voir toutes les 2 minutes. Vous vous asseyez là avec un bouquin, c'est très bien. Lui, il va s'habituer à votre odeur, à votre présence. S'il vient demander une caresse, eh ben on lui fait une caresse. S'il préfère rester caché, eh ben on ressort, on s'éloigne un peu. Quand on vient, généralement, on a une petite friandise, un petit truc cool qu'on lui donne à distance pour positiver la présence de l'humain. Et petit à petit, quand votre chat aura pris confiance en cet environnement, vous pourrez ouvrir la porte, le laisser aller un peu plus loin observer, une pièce de plus, puis un autre jour une autre pièce de plus, etc. jusqu'à ce qu'il ait accès à toute la maison. Sachant que le chat, il faut à peu près 3 mois pour qu'il se sente complètement bien, serein dans son environnement et qu'il ait pris ses habitudes. Le chat est un animal d'habitude et de routine. C'est très important que les habitudes et les routines soient mises en place. Donc ça, voilà, on va dire que jusqu'à 3 semaines, il est en phase d'observation, et puis petit à petit, il va s'intégrer de plus en plus, et à 3 mois, il sera potentiellement beaucoup plus à l'aise, sachant que c'est encore une fois, les individus sont tous différents, qu'il y en a, ça prendra peut-être 2 mois, et puis d'autres 4, et puis, enfin voilà, on n'est pas à 3 mois au jour près. J'insiste sur le fait qu'il faut doser l'action de l'humain, que ce soit un chaton ou un adulte, peu importe, vous ne le sursollicitez pas. Je le répète et je le répète, mais voilà, généralement, ça peut aussi déranger l'animal, en fait, qu'on soit tout le temps sur son dos, et créer des comportements qu'il n'aurait pas eu finalement s'il avait été laissé tranquille. On laisse des cachettes, parce qu'encore une fois, il a besoin de se cacher, le chat. Et si vous avez d'autres animaux, donc c'est un peu plus compliqué, on passe par ce qu'on appelle un protocole d'introduction. Donc là, moi, je vous conseille soit de bien vous renseigner, soit de vous faire accompagner, que ce soit un autre chien ou un autre chat que vous ayez dans le foyer. Donc ça passe sur plusieurs étapes et c'est bien de respecter les signaux avant de passer à chaque étape. Donc encore une fois, si on ne connaît pas les signaux, c'est dur de les respecter. Et donc ce protocole d'introduction, il a 3 grandes phases. Donc on commence bien sûr par l'isolement. La première étape, ça va être les échanges olfactifs parce que les chiens, les chats sont des animaux d'odeur. Donc on va échanger les jouets de l'un de l'autre pour que chacun puisse s'imprégner de l'odeur du nouveau ou de celui qui était déjà là. Ensuite, on va avoir la phase visuelle où ils vont se voir mais à distance avec par exemple une barrière enfant. Et on va ensuite avoir la phase plus de contact, si on peut dire, où là, les animaux vont pouvoir se rapprocher. On positive tout au long des phases les changements. Par exemple, on va amener le jouet du chien quand le chat est en train de manger, on va lui poser pas très loin de la gamelle pour qu'il se dise, bon, bah, s'il y a cette odeur-là, peut-être ça pue un peu parce que bon, les chiens, voilà, on sait pas trop où ils traînent. Mais moi, j'ai ma gamelle, donc c'est cool en fait. Et chaque Ok. étape, on va associer ça, généralement de la nourriture, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. S'il a beaucoup confiance en l'humain, on peut associer ça à des gratouilles, à du jeu. Chose que j'ai pas dite d'ailleurs pour tout ce qui est agressivité, mais on ne joue jamais avec les mains et les pieds, même sous la couette. On joue avec des jouets où on a de la distance. Les plumeaux, les balles, on lance une balle, voilà, mais on va jamais jouer Ok. avec soit les mains directement, soit un jouet qui est dans la main, parce que c'est le meilleur moyen pour qu'un jour vous bougiez votre main parce que vous êtes en train de faire une action, ou en train de manger, ou je ne sais quoi, et que votre chat il se dise ah chouette, on joue. Et en fait, à ce moment-là, vous ne devrez pas jouer. Mais on le fait tous, ça. On joue Ah tous moi avec notre chat. Oui, bah oui. Mais toi, tu as les clés, pas nous. Donc, faut Voilà, vraiment pas mais jouer avec ouais, le chat, lui faire des gratouilles, enfin des non. guilis, je vais dire. Faut pas lui faire ça. Alors, disons qu'il y a des zones de caresse. Si votre chat se laisse Ok. caresser le ventre, c'est ok. S'il est ok pour que vous le fassiez, il n'y a pas de souci. S'il est détendu, il n'y a pas de souci. Il faut faire attention. S'il est tendu, là, on arrête. Parce qu'il faut savoir que le chat sur le dos, le ventre à l'air, c'est une posture d'agression. C'est vraiment une des 2 postures ultimes où le chat, la prochaine étape, il vous saute dessus. Donc, on fait attention quand le chat a le ventre à découvert, il faut vraiment analyser la situation,
Si vous voyez qu'il a les pupilles un peu très contractées ou très dilatées, qu'il commence à se tendre de partout, et souvent il a tout en arrière, les moustaches, les yeux très tirés, les oreilles en arrière, il y a de fortes chances que là, ce soit plutôt une position défensive et donc une position qui va entraîner un comportement agonistique. Voilà, si votre chat il est détendu, les quatre fers en l'air et qu'il vous laisse caresser le ventre, potentiellement il n'y a pas de souci. Il faut faire attention à Alors ce moi, qu'il je parlais de vraiment jouer avec le ventre, faire, gna 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 avec ses mains Ouais, et ça jouer on avec le chat. évite. On OK, évite parce que souvent ça va le monter en excitation et du coup ça va quand même conduire à de l'agressivité. OK, OK. Donc voilà, et c'est pareil, je sais pas où sont les auditeurs en France, mais moi je suis dans le sud de la France. Donc l'hiver, on peut jouer sous la couette, on sent rien. Mais l'été, quand on a à peine un drap sur le dos parce qu'il fait beaucoup trop chaud, si vous jouez sous la couette, il y a de fortes chances que là ça traverse et que vous ayez mal. Et le chat, il va pas se dire mais j'ai le droit de jouer l'hiver, mais pas l'été. Oui, C'est tout bête, en effet. Mmh. mais lui, ça, il s'en fiche. Lui, ce qu'il a associé, c'est bah, quand c'est sous la couette ou sous le drap, bah, j'ai le droit de jouer, en fait. Donc voilà, non, on évite de jouer avec les mains et les pieds. C'est des coups à vous faire attaquer par la suite. Alors, attaquer, c'est un grand mot, on va mettre les Mmh. guillemets. Mais voilà, suffit qu'après, vous marchiez pieds nus et que le chat, il prenne ça pour du jeu. Et en fait, vous êtes juste en train de marcher chez vous, quoi. Oui, ça peut être dangereux après s'il y a des enfants, ou des invités, C'est que OK. peut-être vous, il aura appris qu'avec vous, faut pas le faire, mais est-ce que derrière, il aura généralisé qu'il faut pas le faire avec tout le monde? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Donc autant pas prendre de risques. OK. Très bien. On a beaucoup de choses à changer là, Il y a plein de choses qu'on fait, je pense, qui sont vraiment pas à faire finalement. OK. Oui, on a pas mal de mauvaises habitudes, mais c'est avec toutes les espèces, hein, et l'humain parfait n'existe pas. Même nous, en tant que comportementaliste, je disais tout à l'heure, ça m'arrive qu'elle me saute dessus. Pas plus tard que ce matin, j'ai pas voulu écouter ce qu'elle m'a dit et j'ai insisté et bah, elle a insisté aussi et c'est elle qui a gagné parce que moi j'ai eu mal. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'est pas parfait, qu'on soit professionnel ou non professionnel. Le mieux, le but en tout cas, de tous ces petits conseils et tout, c'est vraiment que la cohabitation au sein des foyers, elle soit harmonieuse le plus possible. Que tout le monde y retrouve son compte parce que dans une relation, on prend en compte les deux parties normalement. C'est pas tout bénéfice pour l'un ou tout bénéfice pour l'autre. En plus, bon, nos chats se sont beaucoup traités comme des rois, on leur laisse un peu accès à tout et tout faire. Donc j'y crois fort en disant que y a beaucoup des chats de nos auditeurs qui sont très heureux dans leur vie et qui ont une vie merveilleuse. Mais c'est quelque chose qu'on peut encore améliorer. On peut toujours améliorer les choses. Je suis d'accord, 100 d'accord avec toi et grâce au podcast, on va tous beaucoup, évoluer, dans notre rôle de pet parents, n'est-ce pas? Tout à fait. On va devenir C'est les fait meilleurs pour pets ça. parents. Et surtout, alors c'est important, mais il ne faut pas se flageller des erreurs qu'on a pu commettre. Le passé, c'est le OK. passé. Le tout, c'est de prendre conscience des choses maintenant et de s'améliorer par la suite, ou en tout cas de tout mettre en œuvre pour que les choses s'améliorent. Vous avez fait des erreurs, vous avez joué avec les mains, vous avez mal réagi face à un comportement, vous avez dit non. Tout le monde dit non, c'est très humain de dire non. Je dis encore non tous les jours, je crois, à mon chat. Mais le but, c'est derrière de comprendre et en tout cas d'avoir intégré qu'en fait, ça sert à rien, c'était une erreur. Et demain, on évolue, on fera mieux. Et on peut pas être tous les jours parfait, on est aussi fatigué. Normalement, il faudrait jouer tous les jours avec son chat, une dizaine de minutes, 2 fois par jour. Il y a des jours, on est fatigué, on n'a pas envie de jouer avec notre chat. Voilà, et ben c'est pas grave, on trouve autre chose, on lui propose un enrichissement, je ne sais quoi. Mais on a le droit aussi, nous, d'avoir des jours sans, on a le droit de craquer, et surtout, on ne se flagelle pas pour ce qu'on a fait. C'est du passé. Aujourd'hui, on avance avec les outils qu'on nous a donnés. On ne fait pas d'erreur tant qu'on n'a pas conscience des choses. Par contre, le jour où on apprend, là, l'erreur est plus volontaire. J'aimerais on fasse une petite aparté sur les chats d'appartement. Oui, Parce que généralement, le chat, c'est quand même l'animal entre guillemets, «facile» qu'on va choisir parce que finalement, il a besoin, et je remets des guillemets, de pas grand-chose. oui. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer, si tu as les connaissances, requises, et je pense que oui, sur ce qu'il faut mettre en place pour un chat d'appartement? Parce qu'on est généralement
pas là souvent. Le chat a tendance à rester seul toute la journée et parfois seul un week-end tout entier. Je, Oui, je le dis parce que c'est des choses que j'ai vécues, il y a des erreurs que j'ai faites aussi moi et aujourd'hui il y a des choses que plus jamais je ferai et c'est aussi des choses que j'entends autour de moi. Des choses où on se dit bon oui. ben ça c'est pas grave. Donc si tu as des conseils là-dessus, ce serait vraiment génial. Alors, le souci du chat, c'est qu'il a la grosse étiquette animal indépendant. À savoir que moi, la mienne, si je la laisse 24 heures toute seule, l'indépendance, on est sur du niveau zéro, hein. Ouais, le chat a l'étiquette d'animal indépendant, d'animal objet. On le prend parce que c'est facile en appartement, il n'y a pas besoin de sortir tous les jours comme on ferait avec un chien, par exemple. Donc, c'est beaucoup moins de contraintes. Sauf que, en fait, votre chat, il a quand même besoin de présence, de contact. C'est pas un animal social dans le sens, on va dire, grégaire. Vraiment, l'animal grégaire, il a besoin de vivre avec des congénères. C'est nécessaire à sa survie. Le chat, il n'a pas besoin de ça. Le chat est plutôt solitaire. Il est plus ou moins tolérant à la présence d'autres chats, donc on peut avoir plusieurs chats, mais, euh, mais il n'a pas besoin de vivre avec d'autres chats. Et par contre, il a quand même besoin d'un minimum d'activité dans sa journée. Donc, comme on disait, il dort une quinzaine d'heures par jour. Si vous partez au travail 8 heures tous les jours, il y a de fortes chances que sur 8 heures, il en dorme 6 ou 7. Par contre, quand vous êtes là, il faut interagir avec lui. Euh, et dans les choses du coup nécessaires, et ben on a de toute façon tout ce qui est alimentation. Toujours avoir une gamelle de croquettes et une gamelle d'eau. Alors, on va pas parler de troubles alimentaires, mais voilà, ce sera peut-être le sujet avec quelqu'un d'autre Oui, où oui, les oui. gens se documenteront, mais euh, moi, de mon point de vue, un chat qui va bien, il a à manger à volonté parce qu'il a besoin de faire une dizaine, quinzaine de repas par jour, de petits repas. Donc c'est très rare que vous soyez là assez suffisamment sur 24 heures pour lui donner 15 repas manuellement. Donc voilà, votre chat, il a une gamelle de croquettes. Il a de la pâtée tous les jours parce que c'est important pour ses reins. C'est important parce que c'est un petit buveur. Il trouve son eau dans les proies. Sauf que quand il mange des croquettes, il n'y a pas d'eau dedans. Pour stimuler l'envie de boire, vous pouvez mettre en place une fontaine et plusieurs points d'eau. Nous, je le disais tout à l'heure, nous il fait très chaud cet été dans le sud. Elle a une gamelle au pied du lit, une gamelle dans le salon. Elle va boire quand on sort de la douche directement dans la baignoire. Enfin, voilà, on multiplie les points d'eau pour qu'elle puisse boire n'importe quand, n'importe où. Il vous faut un arbre à chat. C'est important. Le chat, il vit en relief, il vit en 3D, il a besoin d'aménagement en hauteur. Donc un arbre à chat de plus d'1,50 m, il en faut au minimum un dans la maison. Des supports pour griffer, horizontaux et verticaux. Et puis, le nerf de la guerre, c'est la litière. Personne n'est d'accord sur la litière. Enfin, voilà, il y a toutes les croyances de moi, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours eu telle litière, ça, il n'a jamais eu de souci. Aujourd'hui, la litière idéale, c'est un bac ouvert avec une dizaine de centimètres de substrat, un substrat qui correspond aux chats. Tous les chats n'ont pas la même envie de ce qu'ils ont dans leur bac de litière. On nettoie, on enlève les pipis, les cacas régulièrement. Ça dépend des chats encore une fois, il y en a ils sont très propres, il faut le faire tous les jours, il y en a on est plus sur 2-3 jours parce que sinon ça les perturbe de Ok. plus avoir leur odeur. Et le nettoyage complet il se fait en fonction du substrat que vous avez, généralement au bout d'une quinzaine de jours, voire même un mois sur certaines litières. Vous nettoyez le bac à l'eau chaude et au savon noir éventuellement, mais jamais de javel. Si vous mettez une goutte de vinaigre blanc, vous rincez bien, vous diluez bien. Voilà, je crois qu'on a fait Alors, un bon tour. Si déjà la votre chat il a javel, tout ça, oui, carrément, c'est sûr, c'est de très bons conseils. Je reviens juste sur la javel. Pourquoi ouais. pas de javel? Alors, pas de javel parce que c'est nocif pour les voies aériennes, c'est nocif pour la peau, s'il est en contact avec la peau, et c'est surtout que donc javel et vinaigre blanc, c'est des odeurs qui sont très très fortes. Et généralement, les odeurs fortes dérangent le chat. Donc, les gens, enfin, la vieille croyance dit qu'il faut mettre une goutte de javel dans la litière pour que le chat ait faire ses besoins dedans. En fait, Mmh. ça va fonctionner dans le sens où votre chat, il va aller recouvrir l'odeur.
parce que l'odeur la dérange, enfin le dérange. C'est pas parce que la javel ça lui plaît, c'est parce que ça le gêne. Et une odeur trop importante et gênante pour le chat, ça peut aussi faire que votre chat il va plus aller dans sa litière parce que là la javel elle a pris le dessus complet et du coup bah il va lui dire je vais faire ailleurs parce que là cet endroit-là c'est plus possible pour moi quoi. Eh ben, dis donc! Aujourd'hui on casse les mythes. Ah ouais, là, c'est peut-être ce qu'il fallait finalement, on va changer notre vie et notre quotidien à partir de demain, ça va être incroyable. Et alors j'ai pas précisé donc pour les besoins du chat, donc litière, arbre à chat, gamelle, etc. Si vous avez un foyer multi-chat, on multiplie le nombre de ressources, bien sûr, parce que une litière pour 3 chats, il y a de fortes chances qu'il y ait des soucis de cohabitation, de propreté, d'anxiété par rapport aux congénères. Donc toujours le nombre de chats plus une ressource au minimum. Vous avez 2 chats, vous mettez 3 litières, 3 arbres à chat, 3 gamelles de croquettes et 3 bols d'eau. Vous avez 3 chats, ben vous multipliez par 4, etc. Faut quand même en avoir Voilà. conscience avant d'adopter alors, parce que Oui, si vous vivez dans un 30 mètres carrés avec 3 chats et 4 bacs à litière, il y a de fortes chances que vous ayez un bac à litière à tous les angles de la pièce. en effet, oui. OK. Est-ce que tu pourrais nous parler de la médicamentation? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la médicamentation, même si tu n'es pas, vétérinaire comportementaliste avec toutes les connaissances que tu as, acquises jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est la bonne Alors, solution et à quel moment ça doit intervenir? je suis pas contre. Par contre, il faut que ce soit du temporaire. Faut en fait, comme je le disais au tout début, que ce soit une solution qui aide au travail comportemental derrière. On met pas un animal sous médicament parce que juste on sait pas et que ça va le shooter et qu'on est tranquille. On définit 3 zones chez le chat. On va appeler ça les zones vertes, orange et rouge. La zone verte, c'est la zone de confort, la zone où il est bien, tout se passe bien. La zone orange, c'est la zone où il y a un petit peu de stress, où c'est pas comme d'habitude, ça fait peut-être un peu peur, on va se méfier, on va analyser la situation, mais voilà. Et la zone rouge, c'est vraiment la zone d'alerte, la zone où là, en fait, le cerveau, il passe en mode survie, l'émotion est trop intense, l'animal, il est plus du tout capable d'apprentissage, et donc, en fait, c'est quand l'animal est tout le temps dans cette zone rouge qu'on va utiliser la médicamentation, parce que le travail n'est pas possible. Donc, on va utiliser le médicament pour que l'animal redescende plutôt en zone orange, qu'on puisse travailler, qu'on puisse redescendre cette zone orange plutôt en zone verte. Et quand on va diminuer progressivement le médicament, on ne va pas l'enlever du jour au lendemain, on ne montera pas en pleine zone rouge, on sera peut-être plus au milieu de la zone orange. Et là, on pourra continuer le travail parce qu'on sera toujours dans une zone où le travail est possible. Donc voilà, la médicamentation, il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci, mais il faut que ce soit fait en conscience, avec un vétérinaire. C'est très très important. On n'automédicamente pas. Voilà, on voit beaucoup passer sur Internet. Enfin, moi, j'en vois plein sur les réseaux sociaux qui conseillent donnez-lui ci, donnez-lui ça. Non, on n'est pas là pour jouer au petit chimiste. Il y a des choses qui sont dangereuses quand même à forte dose. Donc, on fait appel à son vétérinaire, on fait appel à son comportementaliste, on met les deux en relation, ils discutent entre eux et on voit ce qui est le mieux pour l'animal. OK, oui, d'où l'importance de faire appel à des professionnels déjà compétents et de se faire accompagner tout simplement. Oui, 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 c'est très important. On ne fait pas n'importe quoi et on ne joue pas tout seul avec les conseils sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Mélissa, est-ce que tu as, Oui. d'autres petits conseils à donner aux personnes qui nous écoutent? Alors là, comme ça, je crois que j'ai dit toutes les choses qui me paraissaient importantes. Si déjà tout ce que j'ai dit là est appliqué, donc on joue 2 fois par jour avec son chat, on utilise le consentement avant un contact, on met tout en place pour répondre à ses besoins fondamentaux, on apprend à lui lire, on apprend à comprendre ce qu'il nous raconte avec son corps. Je crois que si déjà tout ça est mis en place, on est vraiment sur presque le monde idéal. Et OK. voilà, et si jamais se faire accompagner, parce il y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un souci pour demander un coup de main. Et se faire accompagner dès l'adoption, même avant, c'est très, très important. Ça permet aussi d'avoir les bons codes et de décrypter correctement son animal dès le départ. Ça évite les erreurs, ça évite la perte de temps et d'énergie, parce que quand on fait des erreurs, souvent bah, derrière ça a un coût, faut nettoyer, faut ranger, on s'énerve, voilà, donc
Donc se faire accompagner, ça évite toutes ces petites choses parce qu'on a déjà les clés en main. Et ça permet de ne pas arriver aux extrêmes. C'est pourquoi on a aussi choisi de parler de cet épisode aujourd'hui sur le podcast, d'arriver à de l'abandon ou à de l'euthanasie. Oui, et il n'y a pas que l'agressivité qui conduit à ça. Là, on parle d'agressivité parce que moi, c'est le sujet que je maîtrise peut-être le plus. Que ce soit minime ou très très gros et très compliqué, on peut faire Tout appel à à fait. un vétérinaire comportementaliste et un comportementaliste. Tout à fait. Dernière petite question, Oui. comme j'ai l'habitude de faire. Quel professionnel tu aimerais écouter derrière le micro sur ce podcast? Alors, des professionnels, il y en a plein qui sont géniaux. Je travaille beaucoup en collaboration avec plein de monde, mais je vais pas pouvoir citer tout le monde. Du coup, je vais choisir de citer Chloé Deschamps, qui est comportementaliste équin, qui a fait la même formation que moi, mais qui a aussi d'autres bagages. On arrive tous avec notre passé et nos formations annexes. Et elle prend en charge tous les ans un cheval qui n'est plus approchable par son humain, ou voilà, qui montre de l'hyperagressivité, donc on reste dans le thème, ou un cheval qui est complètement éteint, et elle reprend tout le travail depuis zéro. On en passe aussi par le consentement, par l'association positive de l'humain. Enfin voilà, elle fait un travail qui est juste formidable. Je crois que c'est la comportementaliste que je suis le plus actuellement, la moindre évolution dans son travail avec donc la jument qu'elle a actuellement, donc Nouméa. Et ouais, rien que pour ça, je pense que ce serait vraiment chouette qu'elle nous parle de ce qu'elle fait. On est plus sur le côté équin, Oui, on c'est sera ça? plus sur du Ok, cheval, mais la relation est finalement la même. oui, C'est une autre relation parce que le cheval, il dort pas chez nous, généralement. Euh, c'est vrai. ou alors on l'a dans le jardin, mais pas dans le salon. Ni dans le lit. Mais voilà, ni dans le lit. Mais il n'y a pas... Mais voilà, je pense que c'est tout aussi important que ces gros animaux que sont les chevaux, même s'ils font des centaines de kilos de plus que nous, ils ont aussi le droit au respect, et c'est pas parce qu'ils sont plus gros que nous qu'on doit s'acharner sur eux parce qu'ils font pas ce qu'on leur demande. Autant le chat, on peut le prendre et le mettre ailleurs. Le cheval, vous allez avoir plus de mal. C'est Et ça. Chloé a fait vraiment un travail formidable. Donc, je pense Ok, que pour les propriétaires de chevaux, de poneys, ça pourrait être tout à fait pertinent. super. Bah merci. On est déjà à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Mélissa en tout cas pour tous tes conseils. Ça a été une grande accumulation de tips et de bonnes pratiques. Donc je te remercie infiniment pour tout ça. Merci à tous pour votre écoute. Le podcast avance et j'ai été ravie aussi de changer cette thématique axée un petit peu plus sur les chats. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci encore, Mélissa, pour ta présence sur le podcast. On se retrouve très Merci à bientôt pour toi. un nouvel épisode. Merci infiniment. Et on a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à apprendre pour continuer à être de super pets parents. Alors, à bientôt sur Allo Pet Podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et le noter sur ta plateforme préférée. Et ensemble, devenons de super pets parents.